c'est parti. Plus que jamais se mobiliser pour la Palestine, je pense, parce que la situation est beaucoup plus que préoccupante et que l'idée d'avoir un État palestinien s'éloigne encore plus chaque jour qui passe. Qu'on a une femme, là, ces derniers jours, qui a été agressée par 20 personnes à Reims, à qui on a dit d'enlever son voile. Ouais, enfin, effectivement, on n'a pas l'impression, et un ministre de l'Intérieur qui est censé être par ailleurs aussi ministre des cultes, on n'a vraiment pas l'impression que la République se soucie de la sécurité des musulmans et des musulmanes en la personne de Bruno Retailleau. Salut, moi c'est Pauline. Tu écoutes Polykit, le podcast qui te donne les clés pour comprendre et changer le monde. Dans chaque épisode, je tends le micro à des personnes qui m'inspirent et dont je suis sûre qu'elles vous inspireront aussi. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Latifa. Bienvenue. Merci. Latifa, aujourd'hui, on te connaît comme directrice générale du mouvement, donc ça s'appelle Le Mouvement, qui organise des actions de mobilisation en ligne, qui lance des mobilisations ou qui parfois vient en appui à des mobilisations. Peut-être que plus de gens t'ont connu quand tu étais directrice du Bondi Blog, qui est un média qui est né en 2005 avec deux objectifs. Donc 2005 pour les plus jeunes, c'était le moment des plus connues révoltes urbaines, avec deux objectifs, donner la parole aux habitantes des quartiers populaires et faire de l'éducation aux médias. Donc on va parler de ces deux sujets, du mouvement du Bondi Blog, et ensuite de l'appel des maires pour la Palestine, sur lequel j'en dis pas plus, mais on y viendra. Mais avant, on va parler un peu de toi. Donc toi, tu es né où ? T'as grandi où ? Ma question préférée, est-ce que ça parlait politique à la maison ? Et qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents ? Merci beaucoup, Pauline. C'est un plaisir d'être ici. Ah oui, alors les questions, j'allais dire qu'ils font très garde à vue, non ? Ils savent déjà où on est né, où on a grandi, je veux pas que tu te sentes en garde à vue sur mon canapé. Non, mais voilà, c'est pour la plaisanterie. Mais moi, je suis née en Normandie, plus exactement à Cherbourg, voilà, dans le Nord-Cotentin. Mais je me rends compte que quand je dis Nord-Cotentin, les gens, ils ont encore moins idée que pour Cherbourg. Mais voilà, c'est en Basse-Normandie. Je suis née là-bas et j'y ai grandi jusqu'à ce que je sois majeure. Est-ce qu'on parlait de politique à table, c'est ça ? Ouais. Et d'où je viens, etc. Après, voilà. Il y a aussi la question de pourquoi j'ai atterri à Cherbourg. Enfin, j'y suis née, j'y ai pas atterri, j'y suis née. C'est parce qu'il y a l'industrie nucléaire, notamment l'EPR, dans la Hague, qui est pas très loin de Cherbourg. Et mon père est maintenant à la retraite, mais il était maçon et il a travaillé en tant qu'ouvrier. Donc, on l'a amené pour travailler en tant qu'ouvrier sur ce projet-là. Donc, il y avait l'usine de retraitement des déchets nucléaires, donc qui devait être un peu refaite, et les projets d'EPR. Et voilà, et donc c'est pour ça. Et ma mère, elle, a été mère au foyer. Elle l'est toujours, parce qu'il n'y a malheureusement pas de retraite pour les mères au foyer. Et voilà, mes parents viennent du Maroc. J'ai un modèle très classique de... voilà, mon père est arrivé à la fin des années 60 en France, ma mère au début des années 80. Comme beaucoup de gens, mon père est venu... en France avec la volonté de ne pas rester, quoi qu'on en dise aujourd'hui, mais c'est très commun aux personnes qui sont arrivées à ce moment-là. Lui voulait venir faire un peu d'argent et retourner au Maroc. C'est pour ça qu'il s'est marié au Maroc avec ma mère, qu'il a eu des enfants, et au bout d'un moment, en fait, le provisoire étant devenu un peu définitif, il a fait une procédure de regroupement familial, et voilà. Moi, j'ai 7 frères et sœurs, je suis la numéro 7. Et est-ce qu'on parlait de politique à table ? Moi, ma mère n'a jamais été à l'école. Ça n'empêche que c'est une personne extrêmement intelligente et qui a réussi à se faire à élever des enfants dans une société dont elle connaissait rien. Donc c'est déjà beaucoup. Et mon père, milieu ouvrier, donc forcément présence de syndicats, etc. Mais mon père a toujours été quelqu'un qui était intéressé par la politique. Et comme beaucoup d'enfants d'immigrés maghrébins, on a grandi avec Al Jazeera, très souvent allumé, qui est une chaîne d'information continue qatari pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et après, on regardait toujours le journal à la télévision. On parlait beaucoup de politique. Enfin, c'est toujours quelque chose qui a beaucoup intéressé mon père. Et j'ai échangé pas mal avec lui là-dessus, ou avec mes frères et sœurs et tout. Donc, on va dire une conscience du monde très très tôt. Et puis moi, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc voilà, dans les... Ouais, encore une fois, c'est un schéma assez classique, quoi, d'enfants d'immigrés maghrébins, voilà, nés en France dans les années, début des années 90, fin des années 80. Dans les notes que mon équipe très nombreuse m'a préparées, j'ai lu que tu avais fait du droit pour faire plaisir à ton père ou pour faire plaisir à tes parents. Pour faire plaisir à tes parents. Qu'est-ce que tu voulais faire petite et
et pourquoi le droit, ça faisait plaisir à tes parents? Ah oui, ouais, ça faisait plaisir à mes parents, oui et non, le droit ou autre métier plus traditionnel, on va dire. Moi, quand j'étais à l'école primaire, d'aussi longtemps que je me souvienne, je voulais écrire, en fait, être écrivain. Et c'est vrai qu'on m'avait dit que c'était pas un métier, pas chez moi, mais plutôt à l'école, on m'avait dit, ouais, mais c'est pas vraiment un métier, on gagne pas beaucoup, on gagne pas très bien sa vie. Et donc, en fait, j'ai demandé, c'est quoi le métier qui permet d'écrire et de gagner de l'argent? Okay. Et là, on m'a dit... Pragmatique. Ouais, là, on m'a dit journaliste. Maintenant, je sais que c'est encore une mauvaise réponse. Ou alors pour une petite élite. Mais il y avait ça. Mais en fait, le journalisme, donc c'est pour ça que voilà, je resitue mon environnement social à la naissance. Je connaissais personne qui était journaliste. Au-delà d'habiter, j'habitais loin de Paris. Après, nous, on avait de la chance. On habitait dans une banlieue HLM, mais qui était pavillonnaire, parce que ça existe. Et le logement social et le logement HLM digne, et voilà, il existe. Et donc, j'ai eu la chance de grandir dans cet environnement-là, mais c'était un peu loin de tout. Et quand on me disait, ouais, mais journaliste, moi, mes parents, ils avaient l'image des gens qui partaient sur des reporters de guerre, en fait. Et on me disait, bah non. Tu vas pas faire ça. Ouais, ça va pas être possible. Et tout de suite, en fait, il y avait le côté forcément précarité. Et donc c'est ça où je me disais, mais si... Alors au début, chez moi, on m'a dit... Après, j'ai 2 frères, moi, avant, qui ont fait du droit. Je vais un peu dans tous les sens, mais ce qui me permet aussi de dire quelque chose sur pour ceux qui vont écouter, qui vont penser au fameux terme transfuge de classe, c'est à nuancer me concernant, parce que, comme j'ai dit, je suis la 7e sur 8 et j'ai bénéficié énormément de l'expérience et de la culture de mes frères et sœurs, en fait, avant moi, où j'avais quand même pas mal de livres à la maison. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est transfuge oui, voilà, de classe, en gros, pour les gens qui vont écouter et qui se disent de quoi elle nous parle là? Ouais. Et en fait, c'est les personnes qui n'appartiennent plus et qui ont une ascension sociale, qui n'appartiennent plus à la catégorie sociale de leurs parents, à leur catégorie sociale de naissance. Parce que la France étant ce qu'elle est, il y a énormément de reproduction sociale, on trouve très peu d'enfants d'ouvriers à l'université. Je sais plus le pourcentage en tête, mais il est assez pitoyable. Et voilà. Et donc une ascension sociale. Au milieu de ça, quand... En gros, souvent, les enfants de profs, les enfants de profession libérale reproduisent aussi, sont dans les mêmes niveaux socio-économiques que leurs parents. Et puis parfois, on voit des fils ou filles de maçons qui se retrouvent journalistes à TF1 ou professeurs d'université. Ça, c'est assez rare. Et on les appelle des transfuges de classe. Parce que, ouais, exactement. Voilà. Relire Bourdieu. Exactement. Là-dessus, mais voilà. Et en tout cas, donc, moi, toi, ça a nuancé. Tes grands frères, oui, voilà, parce que j'ai eu des grands frères, des grandes sœurs, où j'avais des livres à la maison, où j'ai bénéficié en fait finalement de leur du bagage culturel qu'ils s'étaient construit grâce à l'école. Et voilà. Et je disais ça parce que donc j'avais 2 frères qui avaient déjà fait du droit, et mes parents se sont dit, c'est très bien le droit, c'est très bien avocat ou avocate ou quoi. Voilà, ça renvoie à quelque chose de sérieux, ça renvoie à quelque chose de stable, au fait qu'on va gagner sa vie, qu'on va pas galérer, être au chômage, etc. Donc c'était le principal pour mes parents, c'est de trouver un emploi et d'être juste de trouver un travail. Et c'est difficile quand on est journaliste. Et en fait, au début, on me disait non, mais fais du droit parce qu'il faut d'abord une licence avant d'être journaliste. Donc fais ta licence et après tu feras. Et en fait, plus j'avançais dans mes études de droit, plus on me disait pourquoi tu continues pas. Et moi, j'ai un peu ce côté aussi bon élève et ouais, voilà, j'ai ce côté bon élève et en fait, j'avais juste peur de pas trouver du travail. Moi, j'étais une étudiante boursière, donc je me dis moi, je peux pas si j'ai mes études et qu'en fait, je trouve pas un boulot directement après. C'est compliqué en fait, c'est vraiment compliqué. Et donc j'ai été un peu tétanisée par ça. Et voilà, j'avais envie de gagner ma vie rapidement. Et voilà, et parce qu'il y a aussi ce côté culturel, mais qui est commun à tous les pays peut-être du Sud et des enfants d'immigrés, de se dire mais moi j'ai envie aussi d'acheter des choses à mes parents ou de entre guillemets les aider ou quoi que ce soit, en fait de dire voilà, je gagne ma vie, je peux faire ça, en fait je peux vous acheter ça, je peux faire ci, je peux faire ça. Et voilà, et donc c'est pour ça que j'ai choisi la sécurité et j'ai fait du droit et voilà. Et moi j'avais une question, mais de pure curiosité, parce que je vois que du coup tu fais ta licence à Caen. Donc moi je suis aussi moitié normande, toute ma famille vient de ce coin-là. Là la semaine prochaine, même demain, je reprends un Paris-Caen pour aller voir ma mère, etc. Et donc je fais tiens, elle a fait sa licence à Caen. Je vois que tu fais ton M1 à la Sorbonne et le M2 à Caen. Pourquoi tu t'es dit en fait Paris, flemme, je retourne à Caen? Non, parce que j'ai fait ma licence à Caen parce que c'est la plus proche de Cherbourg, et après je suis venue à Paris pour un M1 de droit public et en fait j'étais hyper naïve, mais moi j'étais persuadée que j'allais trouver un M2 facile en banlieue parisienne ou à Paris, etc. Je m'y suis pris hyper tard, et à l'époque je m'interrogeais aussi déjà sur le fait est-ce que je voulais continuer le droit
ou est-ce que je voulais pas faire autre chose, faire un M2 de journalisme et tout. Et aussi, j'avais un ancien prof de Caen qui avait ouvert un nouveau Master 2 qui m'intéressait à Caen. Donc l'un dans l'autre, je me suis dit, bon, bah allez, pour une année, je peux retourner à Caen. Et puis, et voilà, ouais, voilà, ça s'est fait de manière... plutôt simple, mais ouais, voilà. Et donc tout le long en fait de tes études de droit, toi tu te dis bon, à la fin moi je veux faire du journalisme, plus parce que t'aimes écrire que parce que tu te dis je veux faire des grands sujets de société ou des trucs comme ça. Et après donc tu finis ton master 2 et comment tu te retrouves au Bondi Blog où t'as été journaliste pendant 4 ans? Ouais, alors déjà le Bondi Blog je connaissais parce que à l'époque où j'étais encore à Caen je crois et en fac de droit, on me disait le journalisme il faut que tu fasses des stages pour témoigner d'un intérêt pour le métier parce que voilà ça s'apprend aussi sur le tas. Sauf que je connaissais personne, donc voilà le Bondi Blog je lisais un petit peu et tout, donc j'ai envoyé un message pour être prise en stage. On m'a répondu hyper rapidement que non c'était pas possible, je prenais pas de stage. Et à l'époque voilà j'étais à Caen et je fais bon ok, jamais réussi à trouver de stage en journalisme à l'époque. Et après, à la faveur de mes études, donc quand je suis arrivée à Paris, un des premiers moves que j'ai fait, je pense que ça a été une fois que je suis rentrée à la Sorbonne, que le premier semestre s'était pas trop mal passé, je me suis dit tiens en fait je peux rajouter des activités en plus de mon planning étudiant et voilà je suis allée au Bondi Blog. En gros, enfin. À l'époque, j'habitais à Nanterre, je faisais du soutien scolaire et l'association où je faisais du soutien scolaire, le directeur m'a dit mais tiens, je veux être journaliste et tu connais le Bondi Blog. Je dis ouais, ils m'ont recalé. Et il m'a dit mais non, mais voilà, je pense que tu devrais y aller, je connais le directeur et tout. Et c'est comme ça que la boucle s'est faite de nouveau et que j'ai atterri au Bondi Blog. Donc je faisais Nanterre-Bondy à l'époque pour assister aux conférences de rédaction qui avaient lieu le mardi soir. Et c'était exactement ce que je recherchais à l'époque. Parce que ça me permettait de faire du journalisme tout en continuant ma vie étudiante en fait. Ok. Et c'est comme ça que tu commences à faire journaliste pendant 4 ans du coup au Bondi Blog. Pour les gens qui connaissent pas le Bondi Blog, si tu devais le présenter, c'est quoi le Bondi Blog et qu'est-ce que ce média a de particulier par rapport aux médias plus classiques qu'on connaît? Oui, donc mon premier article pour le Bondi Blog c'est 2013 et en fait il faut attendre après 2019 pour que j'en sois la directrice. Ça c'est pour les gens qui aiment bien les success stories de stage recalé à directrice du média. Et là j'y étais jusqu'à la fin de 2022 et en fait le Bondi Blog c'est un média en ligne donc comme tu l'as dit au début qui a été créé en 2005, octobre 2005, il y a des révoltes suite au décès de Ziad Benna et Bouna Traoré dans un transformateur électrique à Clichy alors qu'ils étaient poursuivis par la police, ils n'avaient absolument rien fait. Mais voilà, ça déclenche les 3 semaines de révolte que l'on connaît, déclenchement de l'état d'urgence et tout ce que l'on connaît, dont on se rappelle. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des journalistes suisses qui arrivent et qui se disent, tiens, les journalistes français, les médias français couvrent ces événements de la manière où on ne voit que les voitures qui brûlent, en fait. On ne voit que les voitures qui brûlent, que les jeunes qui balancent des projectiles sur les forces de l'ordre, etc., etc. Bref, vous voyez bien le paysage. Et des journalistes suisses se disent, tiens, si on allait dans ce quartier, mais que l'on y restait en fait toute la journée, qu'on voit ce qui se passe en fait la journée, les gens qui travaillent, les gens qui vont à l'école et en fait ils décident de raconter ce quartier de cette manière, qui est une très très bonne idée en fait. Ça marche super. Donc au début ils envoient tous leurs reporters à tour de rôle et tout. Au bout de quelques semaines, ça se tasse. Ils ont plus les moyens de faire ça, mais ils se disent tiens, ça marche tellement bien qu'on peut refiler ça à des personnes sur place. Et ils rencontrent un prof d'économie, Mohamed Hamidi, qui va reprendre le média, qui va faire un appel à des jeunes pour dire voilà, si ça vous intéresse, vous avez des histoires à raconter, venez nous voir. Et c'est comme ça que naît finalement le Bondi Blog dans la version que l'on connaît. Et sa volonté, c'est de raconter les quartiers populaires autrement. Et de faire en sorte aussi par la suite qu'il y ait des personnes issues des quartiers populaires qui intègrent les rédactions parce que le journalisme souffre d'avoir les mêmes profils sociaux en fait et ça se ressent sur la manière dont on travaille évidemment et sur les contenus que l'on produit. Donc l'idée c'était ça et de faire aussi de l'éducation aux médias au sein des établissements. Donc voilà un peu ce que c'est le Bondi Blog et moi c'est une école qui m'a appris le journalisme. Je pense que je pourrais jamais rendre au Bondi Blog tout ce qu'il m'a offert en termes de c'est un exemple d'éducation populaire, etc., de connaissances journalistiques, de réseaux qui manquent, de juste se dire moi je suis dans la position où j'écris et je me dis tiens comment je peux juste
publier ça, en fait, raconter ça et raconter des histoires de gens et tout, des choses intéressantes. Et c'est le Bondi Blog qui a permis ça pour la première fois. Et c'est vrai que la première fois où j'ai vu mon nom s'afficher et tout en bas d'un article, c'était grâce au Bondi Blog. Et ça, c'est incroyable parce que c'était juste le fait de dire quelque chose que j'avais en tête depuis vraiment, moi, plusieurs années. C'était possible de le faire. C'était plus aussi loin que ce que je pensais. Et ça, c'est ce que ça a permis à plein de gens. Et il y a plein de journalistes qui sont passés par le Bondi Blog, qui sont aujourd'hui dans des rédactions dites mainstream ou en tout cas nationales, parce qu'il y a eu un vrai travail qui a été fait. En 2009, il y a une prépa avec l'École supérieure de journalisme qui a été ouverte, une prépa égalité des chances pour permettre à juste des étudiants d'être préparés au concours des écoles de journalisme, etc. Donc voilà, cette année, le Bondi Blog va fêter ses 20 ans et ça reste quasiment un exploit quand on connaît le paysage médiatique français aujourd'hui, quoi. C'est marrant parce que ma première expérience de travail après mon master, c'était à Bondy. Et du coup, je faisais Boulogne-Billancourt Bondy tous les matins. Mais de toute façon, l'histoire de ma vie, c'est de faire 92-93. J'ai été à Boulogne pendant toutes mes études à Saint-Denis, à Paris 8. Et puis, une fois que j'ai déménagé à Saint-Denis, j'ai commencé à être candidate ici à Boulogne. Donc, je faisais Saint-Denis-Boulogne et après Bondy. Et je ne connaissais rien de Bondy. À part le Bondi Blog, qui était vraiment la fierté locale. C'est devenu, oui, nous, on a le Bondi Blog, c'est trop bien. Est-ce que tu as l'impression, tu disais du coup que le Bondi Blog, il y avait énormément de journalistes qui étaient passés par là, qui maintenant étaient dans des médias mainstream. Est-ce que tu as l'impression que, au-delà du succès de 20 ans d'un média qui réussit à traiter certaines actualités autrement, est-ce que tu as l'impression que ça a eu une influence et que ça a fait aussi bouger les visions des journalistes dans les médias mainstream ou la manière dont on parle des quartiers populaires, par exemple? En dernier, il y a Naël qui a été assassiné par un policier. Est-ce que tu as l'impression que maintenant, il y a eu un changement par rapport à 2005, comment c'est traité, ou peut-être que les forces de l'autre côté sont trop fortes aussi sur les médias mainstream? Ouais, le premier point, je pense, c'est le fait, là où ça a résolu un problème, c'est beaucoup de rédactions disaient « Mais vous savez, nous, on veut recruter des profils issus de quartiers populaires, etc. » Ou pour ne pas le dire, genre des Noirs et des Arabes. Et on ne sait pas, on ne trouve pas, en fait. On ne sait pas où est-ce qu'ils se cachent. Ouais, voilà. Où est-ce qu'ils se cachent, ces petits et en fait, c'était de dire, voilà, en fait, il y a des journalistes formés, ils sont là. Alors que ce soit pour des contrats, mais des stages, des alternances, etc. Non, il y a vraiment de jeunes talentueux qui sont forts en fait et qui méritent d'avoir un emploi ou voilà. Et sur l'autre point, c'était le fait de dire il y a sur les sujets dits quartiers, en fait, il y a des angles journalistiques possibles qui sont différents. Et en fait, c'est la force du Bondi Blog, c'est ça, c'est de réussir à faire ce pas de côté et de parler d'histoires, soit dont on ne parle pas ailleurs pour les raisons sociales qu'on a évoquées, soit d'en parler différemment. Nous, on n'a jamais été dans la démarche de dire oh là là, c'est magnifique les quartiers populaires, pourquoi tout le monde en parle de manière négative alors qu'il y a que du positif. Non, c'est pas vrai en fait, il y a des problèmes et on va pas être dans un angélisme là-dessus et en même temps on va pas être dans du sensationnalisme. C'est juste d'essayer de rendre la complexité de certaines situations et de raconter aussi juste les histoires. En fait, c'est une actualité qui est tellement déshumanisée, on parle plus des histoires des gens, on parle plus des individualités, qu'il y a énormément de travail à faire finalement là-dessus. Mais ouais, de réussir à faire ce pas de côté, je sais que ça peut être compliqué et en fait on y arrive quand on connaît vraiment bien les quartiers populaires et ouais, enfin, et ce qui s'y passe, etc. Donc c'est ça aussi la force principale, c'est d'arriver à faire comprendre aux médias que le traitement il doit être différent. Peut-être aussi que quand on en vient, en tout cas quand on a grandi par exemple à Bondy, et qu'on voit la télé, il n'y a même pas besoin de se dire « Oh, attendez, il faut prendre un pas de côté ». C'est juste, tu te dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette émission qui ne reflète en rien bien sûr qu'on peut se balader dans mon quartier, en fait, on n'est pas en danger quand on se balade dedans. » Donc, instinctivement, il y a un espèce de décalage entre ce qu'on voit et ce qu'on sait de l'expérience vécue. Ouais, voilà, complètement. C'est ce décalage-là qui a nourri plein d'articles, en fait. Et sur l'autre partie, est-ce que tu as l'impression que ça a permis de bouger la vision des autres médias ou est-ce que les habitudes, par exemple, du besoin d'images sensationnalistes de TF1 ou les habitudes de rédaction du Monde ou du Figaro ou de Libé, est-ce que ça a forcé les journalistes qui sont arrivés dedans à, eux, changer un peu leur traitement ou est-ce que eux, leur arrivée dedans a réussi à changer le traitement des médias sur les quartiers populaires? Je
pense que les journalistes honnêtes intellectuellement et qui ont les moyens et le temps de faire leur travail, etc., ouais, enfin, ça a changé parce qu'on se rend compte aussi que quand on parle d'un sujet différemment de ce qu'on voit tout le temps, ça fonctionne aussi. Il y a des gens qui attendent ça et qui veulent ça, et donc il y a une valeur ajoutée parce qu'on se dit mais ce média il a traité de tel sujet différemment, et donc ça draine et ça amène aussi une autre catégorie de lecteurs ou de spectateurs, etc. Là-dessus, oui. Après, il y a d'autres. Voilà, faut pas se leurrer, il y a d'autres médias pour qui le traitement des quartiers populaires de manière complètement sensationnaliste, c'est un fonds de commerce. Et qu'ils ne s'arrêteront jamais de les traiter de cette manière-là. Donc, je pense qu'il faut arrêter d'avoir des attentes ou de croire à des promesses quand il y en a, hein, parce qu'il y en a même plus. Mais voilà, enfin, je pense que oui. Après, c'est toujours pareil sur la situation médiatique ou le fond. Je sais qu'en 2020, on a sorti un livre pour les 15 ans où en fait on revenait sur une quinzaine de nos articles pour savoir ce qui avait changé, si les choses avaient changé, oui ou non, et de quelle manière. Mais voilà, après c'est pas toujours très, très optimiste. Là où c'est important aussi, c'est de voir que grâce aux réseaux sociaux, il y a plein de journalistes ou plein de créateurs de contenu qui ont émergé, qui racontent des choses différemment et qui challengent aussi énormément les médias traditionnels. Et ça, c'est important. Et c'est des petits enfants, entre guillemets, du Bondi Blog. Parce que blog, ça vient du fait qu'en 2005, c'était hyper à la mode de lancer son blog, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moins un truc d'être un blog. Mais... Voilà, c'est ça. Mais à l'époque, c'était ça. Et donc, c'était de s'emparer d'une nouvelle technologie pour raconter les choses différemment. Une technologie pas encore investie par les médias traditionnels. Et aujourd'hui, il y en a plein qui le font aussi sur les réseaux sociaux. C'est vrai que le blog de l'époque, ça pouvait être le compte Insta d'aujourd'hui. Ouais, complètement. Alors oui, avant d'avancer sur comment t'arrives au mouvement, moi j'avais une question. Je vois que tu t'es d'abord 4 ans journaliste au Bondi Blog. Ensuite, il y a un petit passage au CNC, Centre National du Cinéma. Et après, tu retournes directrice du Bondi Blog. Tu l'avais quitté en te disant je vais faire autre chose, ou t'as été appelée ailleurs, et après pour devenir directrice c'est eux qui reviennent te chercher? Enfin, pourquoi ce petit moment de départ retour? J'ai eu oui, ouais, en fait j'ai tout le temps écrit au Bondi Blog, donc depuis le 2013 j'ai tout le temps continué à écrire. Franchement, ils m'ont fait confiance sur plein de choses. J'ai pu aller aux États-Unis au moment où Trump a été élu la première fois. C'est marrant, j'y étais aussi. Si on avait su, on aurait pu se voir pour être triste. T'étais à New York? Ouais, en fait, je cherchais un stage, et du coup, j'étais ce jour-là, vraiment, je dormais dans le New Jersey chez mon copain de l'époque, et ce jour-là, j'avais prévu de passer ma journée dans les rues de New York pour aller vraiment taper aux portes des grosses ONG dans lesquelles je cherchais un stage. Et le jour de la victoire, il faisait beau pendant les 15 jours où j'y étais. Le jour de la victoire, il faisait super gris. Je sais pas si tu te souviens de l'ambiance morose, triste. Et à New York, ce jour-là, je remarque vraiment beaucoup de gens avec des trucs vive Trump, machin et tout, que j'avais jamais remarqué avant, mais c'est comme si le lendemain de la victoire, bim, il y avait un genre de... Je sais pas si tu l'as vécu pareil, mais d'un coup, tu découvrais les électeurs de Trump. Oui, ouais, si, c'est incroyable. Enfin, moi, c'était pendant la nuit, du coup, j'ai travaillé toute la nuit. Et moi, j'ai dormi persuadée qu'il gagnerait jamais. Ah je ouais? suis allée me coucher pendant que mon copain et tous ses colocs regardaient la télé et criaient à chaque nouvel état qui tombait. Et moi, je dormais paisiblement. Moi, c'était terrible parce que j'ai commencé la soirée au Javits Center. C'était là où Hillary Clinton aurait dû faire sa fête de victoire. J'ai rencontré en fait, des personnes plus qui la soirée avançait, plus c'était très compromis. Et après, je me suis dit, ok, je suis journaliste, je suis pas au bon endroit. C'est pas ici que ça va se passer manifestement. Et donc, du coup, je suis partie et je suis allée en bas de la Trump Tower et tout. Et là, ils étaient tous, c'était quasiment assuré qu'il allait gagner. Et effectivement, en fait, ils étaient très décontractés, en train de parler dans la rue avec leurs casquettes, etc. Et donc, j'ai pu discuter avec certains d'entre eux pour faire un article. Et c'est marrant, je me rappelle, parce qu'il y en a un qui m'a regardé, avec qui j'ai discuté, et qui m'a dit... Toi, t'es française, toi? J'ai dit, ouais. Oui. Il dit, ok, bah de toute façon, 2017, ce sera pour Marine Le Pen. On arrive chez vous. Quelque chose comme ça. J'étais là, ok. Donc bref, j'ai vécu toutes ces expériences grâce au Bondi Blog. Et après, au bout de plusieurs années, écrire des papiers et tout, c'est vrai que... Et en fait, à être et juriste et journaliste, c'est aussi ça. C'était quand même assez intense. Et pour une fois, non, mais j'avais envie de vivre, de voyager, de faire d'autres choses et de me dire, je fais juste un travail. Okay. Je suis juste juriste et voilà, j'ai jamais fait ce choix et il est temps de le faire. Et voilà, donc j'ai travaillé au CNC quelques années.
sachant que j'arrive jamais à rester très longtemps dans des structures, mais c'était 2016 jusqu'à 2018. Et après, donc le Bondi Blog est une association, et c'est le conseil d'administration du Bondi Blog qui me dit que en fait, il y aura besoin d'une directrice à partir de janvier 2019 et que voilà, enfin que ça correspondait parce que j'avais toujours été hyper investie, et puis enfin et mon profil un peu enfin voilà, du journalisme, du droit, etc. pour diriger une structure aussi, c'est utile. Je me suis dit ah bah quand même voilà d'avoir enfin il y a les deux trucs qui servent à quelque chose. Voilà, au moins mon parcours là il prend il y a un peu de sens et voilà. Et Ilyes Ramdani à l'époque, avec qui je suis arrivée à peu près en même temps au Bondi Blog, qui travaille aujourd'hui à Mediapart, qui suit l'exécutif effectivement pour Mediapart, enfin qui suit Emmanuel Macron pour Mediapart, et donc on est arrivés ensemble à l'époque au Bondi Blog, bien qu'il soit plus jeune que moi. Et en fait, il est rédacteur en chef et moi, je suis directrice, et je suis très contente à l'époque de me retrouver là avec lui. Je me dis, bon, allez, finalement, prenons ce risque. Là, pour le coup, ça va, c'est un CDI dans une structure que je connais. Voilà, ça va bien se passer. Et c'est là où j'ai changé de vie, entre guillemets. Ok. Et là, je rajoute dans ma petite partie sur les médias. Maintenant, tu es aussi chroniqueuse de temps en temps pour Backseat. Comment tu vois Backseat dans le paysage médiatique un peu aujourd'hui, hors micro, hors caméra? On avait commencé à discuter de Backseat et on avait observé un truc intéressant. Je pense c'est l'idée que Backseat c'est vu comme c'est une émission qui est assez je dirais centre-gauche un peu dans le positionnement des gens, et pourtant les gens qui regardent ont l'air d'être quand même beaucoup plus à gauche, ou en tout cas très exigeants vis-à-vis de vous. Et tu disais que vous recevez beaucoup de commentaires souvent de gens qui vous trouverait trop sauce d'em. Voilà, ça fait plein de questions dans la question, mais voilà, comment tu vois Backseat dans le paysage médiatique pour l'instant, et à quel besoin ça répond peut-être en fait, j'ai découvert pour la première fois, c'est vrai que moi, comme je disais, j'avais l'expérience du Bondi Blog Café, c'est une émission de télé qu'on avait, vous pouvez me trouver sur YouTube les vidéos qui étaient diffusées sur LCP et France O à l'époque, où on était trois du Bondi Blog à recevoir des personnalités politiques, et c'est comme ça que j'ai pu interviewer plein de gens, des Copé, des Taubira, vraiment, voilà, des Pierre Gattaz à l'époque, mais vraiment on a reçu énormément de gens, et pour et là c'est marrant que tu dises par exemple que Backseat c'est centre-gauche. Moi c'est peut-être ma posture journalistique qui fait que je n'ai jamais situé une émission sur un échiquier politique. Okay. En tout cas une émission militant qui en parle. Non mais les chaînes bien évidemment, par rapport aux éditos qu'il y a, etc. Mais une émission là pour le coup Twitch ou des choses comme ça, voilà, aussi entre guillemets aussi précisément, il y a un côté moi décryptage de l'actualité politique et tout qui m'a toujours intéressée, parce que moi à la base j'aimais beaucoup écrire, mais j'aimais beaucoup aussi la politique et l'actualité politique. Et voilà, et c'est vrai que alors au Bondi Blog, c'est vrai qu'on avait beaucoup de détracteurs, mais d'extrême droite. Ouais. Voilà, donc en fait on est d'accord. Ouais, vous nous aimez pas, mais ça fait sens. Ça nous paraît normal. Voilà, il y a pas de problème. Ne nous regardez pas, ne nous lisez pas. Laissez-nous tranquille. Ouais, c'est ça. À l'époque, quand j'étais au Bondi Blog, on a fermé la rubrique commentaires tellement c'était que des personnes qui venaient nous insulter, et que voilà, à un moment donné, voilà, il y a des limites. Et en fait, pour Backseat, c'est autre chose. C'est vraiment je trouve je crois que c'est parce que de manière générale, le paysage médiatique est pauvre. Là-dessus, et qu'on a de moins en moins d'émissions où on discute peut-être d'idées de gauche de manière extrêmement exigeante, extrêmement concrète, extrêmement élaborée. Et j'ai l'impression qu'aussi que les viewers, les gens qui sont là, ont aussi une culture politique très très forte, et ils ont des attentes énormes, parce que peut-être que y a d'autres personnes sur Twitch qui font des choses extrêmement intéressantes sur le plan politique, mais c'est celle qu'on connaît peut-être le plus, ou qui est là depuis le plus longtemps, et donc l'attente elle est énorme, là-dessus. Et c'est vrai que moi avant je regardais Backseat avant d'y intervenir, je trouvais que c'était intéressant, évidemment en fait toutes les émissions sont inégales, je peux dire tout était hyper top, etc. Mais ça j'aimais bien regarder, et c'est vrai que j'ai jamais été dans cette posture de critique très très intense, mais c'est vrai que ça arrive que je reçoive effectivement, je pense comme tout le monde, mais des DM pour dire mais pourquoi vous avez pas dit ça, je pense que les gens sont tellement aussi frustrés, ils se disent mais lui il fallait lui poser telle question, pourquoi vous lui avez pas dit qu'en janvier 2016 il a dit ça dans une interview de La Croix, et c'est super grave et tout.
Enfin, peut-être, oui, j'ai pas de problème. Mais en vrai, ouais, c'est hyper compliqué. Puis c'est une émission qui dure quand même 3 heures. C'est super long. On essaie de balayer un maximum de sujets possibles pour intéresser le plus grand nombre aussi. Et donc c'est vrai que je découvre ça. Mais après, moi, je trouve très sain, et les rédactions, je pense, les plus saines, c'est où il y a du débat, même s'il est, entre guillemets, vif, et qu'il y a que ça peut donner l'impression de tension. C'est important pour qu'une émission puisse grandir, se développer, aller faire son autocritique et tout. Franchement, je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai juste la manière dont on s'adresse aux gens et dont on parle de ça, quoi. C'est peut-être aussi que, comme aujourd'hui, on a l'impression que les médias télé, mainstream, malmènent pas beaucoup les responsables politiques, ou au contraire les laissent dérouler ce qu'ils veulent. Ils attendent beaucoup du fait que Backseat, on puisse enfin leur dire, les confronter un peu à des oui, trucs. voilà, un peu leur dire leur cas de vérité, etc. Et ce que je dis aussi, c'est que c'est vrai que moi, par contre, j'ai toujours... on va dire cette appréhension, mais quand on était au Bondi Blog, en tout cas moi, il y a des gens, même des proches, qui m'ont énormément dit vous êtes trop énervé. Et quand on est une femme et qu'on est arabe, etc., on a tout de suite en fait, les gens ont l'impression qu'on est tout de suite plus virulente. Même si on essaie de dire les choses de manière un peu ronde ou consensuelle ou de manière diplomatique, c'est vrai que les gens ont tout de suite l'impression qu'on engueule ou voilà. Il y a des gens, des hommes et des femmes politiques qui méritent à 100% d'être engueulés, moi j'ai pas de problème. Non, mais que j'ai l'impression d'être un pitbull ou que sais-je en le faisant, soit ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ça. Enfin, moi je sais que c'est une critique qui à l'époque m'a atteinte et qui a peut-être un peu modifié la manière que j'avais à m'adresser aux personnes. Et aussi peut-être que j'ai juste vieilli, hein, parce qu'à l'époque du Bondi Blog Café, j'avais, je pense, 10 ans de moins. Ouais. Et voilà, enfin, donc ouais, voilà. La critique, moi, je l'entends, c'est juste la manière dont on la formule. Très bien. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de toute façon, les émotions, les femmes, elles sont trop émotives, trop dans l'émotion. Être en colère, c'est pas bien. Mais par contre, un homme, c'est viril, quoi. Enfin, je veux dire, et puis on perçoit à peine que c'est de la colère et tout, alors que nous, on s'enlève de la raison si jamais on est un peu en colère. Et je pense que c'est accentué aussi. Enfin, il y a un croisement et sexisme et racisme qui s'ajoutent aussi. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, un homme, ça tape du poing sur la table. Ouais. Une femme, c'est tout de suite hystérique. Exactement. Oui, alors un petit point avant de passer à ton rôle de directrice du mouvement. Il n'y a pas très longtemps, tu faisais une story en disant « j'ai passé des années à faire de l'éducation aux médias et puis je vois que les députés, ils y connaissent rien. » Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est l'éducation aux médias ? Qu'est-ce que fait le Bondi Blog là-dessus ? Et comment, si des gens veulent eux-mêmes s'éduquer aux médias, quelles peuvent être leurs ressources pour être mieux éduqués à... Oui. Oui, en gros, c'est réussir comment décrypter l'information, savoir comment elle se fabrique et toujours avoir, quand on met une information, savoir identifier la source et avoir une conscience aussi du paysage médiatique français. C'est hyper important, surtout en ce moment. Donc voilà, le Bondi Blog a toujours fait de l'éducation aux médias, d'une part par sa nature, dans le fait de dire c'est aussi un média citoyen. C'est pas obligé qu'on soit journaliste pour écrire au Bondi Blog, c'est juste quoi, quand on arrive, on va nous dire on nous inculque un peu les bases, de dire effectivement tu peux écrire ce que tu veux, mais tu diffames pas, t'insultes pas, tu respectes le contradictoire, donc si tu parles de quelqu'un, il faut que tu ailles le voir pour récolter son avis aussi, c'est super important. Et dans les grandes lignes, je passe rapidement. Donc par ces activités-là, quand nous on a publié, même encore aujourd'hui, des articles de collégiens, de lycéens ou de jeunes étudiants, c'est ça l'éducation aux médias, c'est les mettre dans la position de journaliste. Et aussi il y a des interventions dans des classes ou auprès de jeunes de manière générale, où on leur parle finalement du métier journaliste, de ce que c'est, de manière très pragmatique, de comment on fait pour y accéder, combien on gagne, ça intéresse tout le temps. C'est la première question, collège, lycée, madame, vous gagnez combien et de la fabrique de l'information de manière générale, et des différents types de formats qui existent, de pourquoi on privilégie tel format pour tel sujet. Évidemment, on en a beaucoup parlé, mais c'est toujours utile de dire de la lutte contre les fausses informations. Donc ça c'est important, de comment on arrive à les identifier, ou encore maintenant sur comment dire, il y a des informations qui sont entre guillemets semi-fausses. Est-ce qu'on et de l'instrumentalisation de certaines informations. C'est quoi par exemple une information semi-fausse ? Non mais je dis ça, mais j'aurais pas dû dire ça sur une information semi-fausse, mais sur des faits qui peuvent être parfois des faits sociologiques, etc., qui sont instrumentalisés dans une certaine direction. Et qui ne sont pas expliqués ou qui ne sont pas... Typiquement, on va beaucoup parler des, par exemple, jeunes délinquants.
des mineurs, délinquants, et les gens ils vont se dire mais que font leurs parents, qu'est-ce qu'ils font, sans que un journaliste vous mette en face le fait que aujourd'hui on assiste à une mutation démographique. On assiste à une mutation démographique assez profonde où on a énormément de familles monoparentales et c'est souvent des femmes qui vivent dans des situations compliquées et qui sont pour le coup souvent précaires et tout, et en fait il n'y a rien qui est fait de la part des pouvoirs publics pour ça et pour soutenir ces mères-là qui sont souvent livrées à elles-mêmes, qui doivent et travailler et éduquer leurs enfants, etc. Donc voilà, c'est cette instrumentalisation-là ou le fait de raconter la fabrique de l'information, c'est de dire par exemple quand on intervient est-ce que vous savez pourquoi il y a beaucoup de plateaux où on n'a que des personnes qui font des débats et qui discutent autour d'un plateau au lieu d'aller voir ce qui se passe. En fait, c'est des questions purement économiques qui font ça, c'est que ça coûte moins cher. Voilà, de réunir 4 personnes qui sont autour d'un plateau plutôt que d'envoyer un journaliste avec un caméraman, etc., faire un sujet. Et ça prend énormément de temps. Donc, leur faire prendre conscience aussi de l'économie des médias. Et souvent, donc nous, au Bondi Blog, on a surtout fait l'éducation aux médias auprès de jeunes, mais on se rend compte que les personnes les plus touchées par les fake news et qui y croient, c'est plus les plus de 50 ans, en vrai. Et que les chaînes WhatsApp sont des fléaux, que Facebook aussi peut l'être. Avec l'intelligence artificielle. Alors c'est encore pire. Des trucs de ouf, voilà, sans capter que c'est faux. Ouais, ça aussi, ça rajoute une couche. Donc les personnes âgées sont extrêmement touchées aussi. Et donc voilà. Enfin, je rejoins Usul du coup dans l'autre épisode qui disait que c'était nécessaire, mais il y a de moins en moins de moyens pour faire ça. Enfin, comme pour tout. Et nous au Bondi Blog, l'éducation aux médias, on a fait plein de séances gratuitement dans plein d'établissements et tout, sauf qu'à un moment donné, là, ça prend énormément de temps et c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est vraiment mettre les gens dans des postures de journalistes et leur faire comprendre comment ça fonctionne. Et aussi, quand ils sont en tant que spectateurs ou lecteurs d'une information, quels réflexes ils doivent avoir pour réussir à l'analyser et savoir d'où les journalistes leur parlent. Et si on devait donner, genre, en 1 minute, quand tu dis on donne aux gens les moyens de voir comment voir qu'une info est une fausse information, un truc simple qui permettrait aux gens de checker si une info est une fausse info. Non, mais c'est évidemment le truc classique, c'est de voir la source. S'ils voient ça sur un site internet, vous allez voir est-ce qu'il y a le nom du directeur de la publication, directrice de la publication. En fait, est-ce qu'il y a des humains, est-ce qu'il y a parfois des conditions générales ou choses comme ça, mais ne serait-ce que ça en fait. Si vous trouvez pas dans une rubrique qui sommes-nous avec des gens qui sont responsables de l'information, en tout cas juridiquement de ce qu'on vous dit, c'est déjà un peu douté. C'est déjà un peu suspect, ouais. Ok. Bon, petit tips. Et du coup, on va avancer sur le mouvement, donc, dont tu es directrice maintenant. Moi, un truc qui m'a particulièrement plu dans le mouvement, c'est l'idée d'aller chercher un levier, d'appuyer dessus pour obtenir un changement. Et j'avais une anecdote sur ça qui lie et les médias et le mouvement. C'est en 2019, quand Zemmour est arrivé sur CNews, il y avait eu un rassemblement devant CNews, donc je crois que c'était devant CNews. Et donc c'était un rassemblement, tout le monde faisait des grands discours sur l'extrême droite, c'est mal, Zemmour, en rappelant tout ce qu'il avait fait. Et il y a quelqu'un qui est monté sur scène et qui a dit « Nous, avec le mouvement, on a un moyen pour faire dégager Zemmour, on va cibler les annonceurs parce que tout est une question de choix économique. Zemmour, quand il vient, ça fait des audiences. Les annonceurs d'avant, ils payent cher pour avoir leurs annonces. On va les cibler, leur foutre la honte et faire dégager tous les annonceurs pour que Zemmour parte. » Et je me suis dit, trop intelligent le mouvement, enfin une solution. Et là, j'ai commencé à suivre un peu ce que faisait le mouvement. Est-ce que tu peux présenter un peu, du coup, le mouvement voilà, cette logique d'aller cibler les trucs leviers un peu pour faire des petites victoires accessibles, quoi. Oui, donc le mouvement, c'est une organisation mobilisation citoyenne qui a été créée en 2017, qui fait de la mobilisation sous différentes formes. Ça peut être effectivement la forme classique de pétition. Après, ça peut être surtout l'interpellation des décideurs et de rendre les citoyens plus conscients du paysage politique et de qui décide quoi et donc sur qui il faut un peu appuyer. Mais c'est et décideurs public et entreprise aussi finalement et voilà, et ça appartient en fait les techniques qui sont utilisées, etc. Ça vient aussi de ce qui est préexistant. Le mouvement appartient à un réseau international qui s'appelle Open et qui réunit pas mal d'organisations à travers le monde. Effectivement, la première qui a été créée, c'est évidemment aux États-Unis, qui s'appelle Move On, et ça a été créé à l'époque où il y a eu l'affaire Monica Lewinsky et Bill Clinton, Hillary Clinton, etc. pour les anciens. Parce que c'est vieux ça. Oui, elle est très ancienne. C'est donc Bill Clinton, scandale d'adultère. Mm-hmm. Et
il a menti en plus, il a menti sous serment. Donc bref, Ce qui est encore plus grave que l'adultère. Pour les États-Unis, c'est très grave de mentir sous serment. Et donc voilà, on parle beaucoup de ça aux États-Unis. Et donc il y a des activistes, des militants qui décident, en fait, il est temps d'aller de l'avant et de parler d'autres choses, et donc de move on. Et ils créent donc Move On pour faire de la mobilisation citoyenne. Aujourd'hui, c'est une énorme organisation, pour ceux qui la connaissent pas. Mais c'est une énorme organisation avec énormément de membres, énormément de moyens, qui a un réel pouvoir sur l'élection américaine. Donc voilà, donc on appartient à ce réseau-là où on peut avoir des échanges, mais il y a des organisations ailleurs à travers le monde, comme en Inde, comme en Afrique du Sud, comme en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas, etc. Et donc aussi, on se nourrit de ça pour faire nos actions et pour savoir quelles sont les actions qui sont les plus efficaces. Mais effectivement, le mouvement est une organisation qui est pas liée à un parti politique, où on ne reçoit pas de subventions publiques, etc. Ok. Si tu peux donner des exemples, moi j'avais relevé comme action qui avait marché, vous avez fait fermer le compte bancaire de Génération Identitaire à base d'interpellation. Donc là, on cherche qui est le responsable. Donc leur compte bancaire, c'est chez Stripe. Vous trouvez le responsable de Stripe, vous envoyez tout le monde l'interpeller et compte bancaire fermé. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça qui peuvent illustrer un peu le côté, on veut lutter contre l'extrême droite en général. Vous vous dites, ok, il y a eux, comment on ferme leur compte, etc. Oui, ouais, donc ça c'était effectivement, là c'est avant que j'arrive, c'est l'équipe précédente. Plus récemment, il y a eu le fait que Bardella ait la publicité de son livre affiché partout dans les gares. Et donc on a fait une campagne avec Sudrail pour cibler Média Transport en disant, mais en fait on peut pas avoir une propagande politique ou une publicité politique partout dans les gares de Bardella. Et effectivement, ils ont retiré la publicité la promotion du livre de Jordan Bardella. Et voilà, et ça c'est effectivement un autre exemple, mais effectivement ça prend du temps parfois, de faire de la mobilisation citoyenne et de dire aux gens, voilà, on cible la personne, mais on se rend compte que quand les gens savent qui on cible et de quelle manière, ils sont hyper volontaires. Par exemple, les mails d'interpellation, ça marche énormément. En tout cas, les gens sont énormément mobilisés là-dessus. Donc voilà, en fait, c'est aussi un peu la même... moi, ce que j'ai aimé dans le mouvement, c'est que sur certains points, c'est aussi ce que j'ai aimé au Bondi Blog, c'est de se dire, on essaie de prendre un autre angle de vue, où on essaie de faire un pas de côté et de se dire, ok, comment on peut mobiliser là-dessus, essayons de faire preuve d'inventivité, d'efficacité, etc. pour toucher la cible le plus rapidement. Et c'est un peu le truc que moi je me disais avec le collectif Ibiza, où on se disait, ok, qu'est-ce qu'on peut faire, avec l'idée de se dire, on regarde ce qu'on a comme moyen. Par exemple, si on a 100 personnes, une manifestation, c'est ridicule. Par contre, une action de désobéissance civile, même à 20, ça peut marcher. Pareil, si vous avez 10 000 personnes prêtes à envoyer un mail, ça vaut plus le coup peut-être que de faire une manifestation avec juste 10 000 personnes. Et il faut que je passe à ma place d'après. Et mon autre question, c'est une question très pratique. Comment vous choisissez au sein du mouvement? Parce que potentiellement, il y a 10 actions qu'on peut lancer dans la journée. Alors je sais que le collectif dont vous faites partie, c'est aussi un peu l'idée d'avoir des actions réactives et pas de mettre comme une grosse ONG 6 mois à lancer une grosse mobilisation sur un truc. Vous, en 24 heures, vous pouvez lancer la plateforme, le machin, le truc. Mais du coup, comment vous faites pour ne pas être submergé d'actions que vous voulez lancer et choisir un peu une stratégie globale et quel sujet vous pointez? Oui, ouais, effectivement, c'est ce qui était commun à toutes les organisations d'Open, c'est ce truc de réponse rapide et de réactivité par rapport à l'actualité. Parce que c'est... en gros, voilà, c'est quand il y a... j'allais dire, c'est presque cynique, mais quand il y a une crise, il y a aussi une opportunité de changement. Et de se dire, profitons de ce temps de crise pour essayer de faire avancer les pions un petit peu. Et ça, c'est très important, mais en fait, c'est aussi très difficile en fait, en termes de juste gestion du travail et de l'organisation, etc. Donc là, on réfléchit aussi à une stratégie un peu hybride où on se dit, OK, on veut lancer... 3-4 grosses campagnes sur lesquelles on va travailler plus en amont dans l'année parce que l'année sera rythmée par ça, et après on garde ce truc de réactivité très lié à l'actualité pour des actions plus ponctuelles, mais c'est vrai que oui, c'est ce qui peut fonctionner aussi. Et comment on les choisit? C'est très arbitraire, hein. On fait des revues de presse de l'actualité ensemble, voilà, et on se dit tiens, est-ce que là-dessus vraiment ça vaut le coup? On essaie de réfléchir à des impensés en fait où il y a du changement possible, mais que personne n'a vu que c'était nécessaire. Ça demande énormément de temps et de jus de cerveau, mais voilà. Ok. Et est-ce que parfois c'est aussi, j'imagine, d'autres assos ou d'autres collectifs qui viennent vous chercher? Pour être tout à fait transparente, une fois c'était moi, l'autre collectif, qui je suis venue les chercher. Il y avait un moment la loi
encore une loi raciste pour lutter contre l'immigration et surtout pour précariser et harceler les personnes migrantes en France. Et moi, j'étais outrée que toute une partie du bloc central qui est censé être respectable et pas d'extrême droite se mette à voter toutes les pires mesures de l'extrême droite. Et je m'étais dit, il faut les afficher. Littéralement, et donc faire une affiche où on voit notre député est derrière l'extrême droite avec Marine Le Pen remercie à Boulogne, c'était Emmanuel Pellerin. Marine Le Pen remercie Emmanuel Pellerin d'avoir voté sa loi immigration. Et donc ça a affiché les deux. Et je me suis dit comment on peut faire ça. Donc après avoir collé dans tout Boulogne, je me dis comment on fait ça pour tous les députés macronistes de France. Et là, j'appelle Latifa, je fais le mouvement, vous avez pas un moyen qu'on fasse un truc comme ça ? Et je pense en l'espace de 2-3 jours, les moyens du mouvement ont pu coder. Je te laisse présenter le système du site internet un peu pour massifier franchement, ça. mais meilleure collaboration, meilleure idée de ta part. Et en fait, qui peut être duplicable encore aujourd'hui à chaque fois qu'il y a une loi qui est votée qui est absolument honteuse, comme celle-ci. Mais ouais. Et en fait, on rajoute au contexte parce qu'on était fin décembre. Oui, oui, c'est ça, c'est que c'était travail. Quand tu vois cette idée et bref, et même le mouvement on était en off, et du coup pour aller plus vite, etc. Bon, j'avoue, je partage ma vie avec quelqu'un qui sait coder, qu'on a bien exploité. Voilà, exactement. Très bonne très bonne qualité, très bonne ressource gratuite à avoir, et voilà, et qui cherchait en fait aussi des choses plus engagées, où ça voilà, et étant passionné de code, ça l'amusait aussi de voir s'il pouvait faire ça et en combien de temps il pouvait le faire. Et voilà. Et quand il m'a dit que c'était possible et que c'était faisable en quelques jours, on s'est dit go, allons-y. Et voilà, c'était une bonne idée. Après, mais j'ai même le souvenir que quelqu'un a fait après des affiches un peu plus stylées, etc., qui a pris le temps de faire des affiches un peu plus stylées, de les mettre à dispo. En 24 heures, il y avait un site internet Affiche ton député. Ouais. Il suffisait de mettre son code postal et ça mettait, si ton député était de gauche, avait pas voté la loi, on disait bravo, votre député est super. Rien à signaler. Et si votre député avait voté la loi immigration, bam, ça t'affichait ça ton mettait exemplaire l'affiche d'affiche avec la photo de ton député, son nom, etc. Et ça avait tellement bien marché que, bon, j'ai des potes qui ont été convoqués par la police, etc. parce que ça a très bien marché, la campagne d'affichage. Mais oui, il suffisait de télécharger, après tu pouvais partager ça. Et après on était plus responsable. Et il y a à Marseille, il y a eu BFM Marseille qui a fait un sujet sur les militants marseillais qui collaient et affichaient leurs députés. Et donc l'idée, c'est aussi d'équiper les militants de terrain pour qu'ils puissent se saisir, etc. de campagne. Est-ce que en ce moment, c'est la question un peu genre déprimante, mais j'ai l'impression que au moment où le mouvement se lance, il n'y a pas tant de campagnes d'interpellation directe des élus, etc. Aujourd'hui, il y a Camille Etienne sur son compte Instagram, Vivre moins con, tout un tas de comptes, ou Claire Nouvian, qui régulièrement disent interpeller, taguer telle personne sous nos publications, etc. Il y a énormément de campagnes d'interpellation. Encore il y a 2 semaines, sur la taxe Zuxman, il y a des milliers de mails qui ont été envoyés aux sénateurs et sénatrices, et parfois on a l'impression qu'on est face à un mur, et on est face à un gouvernement qui écoute de moins en moins, même quand il y a des millions de personnes pour la réforme des retraites, ça écoute plus. Est-ce que vous, au mouvement, vous avez l'impression de encore réussir des petits hacks pour avoir des victoires, ou est-ce que vous constatez cette même aussi difficulté à faire bouger le pouvoir ou à obtenir des victoires en ce moment ? Moi, je trouve du réconfort et de la motivation dans le fait qu'il y a, j'ai l'impression, plus de gens, en tout cas, mobilisés ou qui se rendent compte et qui, quand même, avancent. Et plus, bon, même si, voilà, le résultat ayant été ce qu'il était, il y a comme les législatives de l'année dernière où on a évité le pire, même si tu n'as pas été élu. Mais voilà. Après, si j'avais gagné, c'était que vraiment on avait gagné la France. Enfin, je veux dire... C'est le raz-de-marée qu'on voulait. Ouais. Mais voilà, en fait, il y a... Oui, effectivement. Est-ce que aussi, il ne faut pas trouver... Enfin, innover dans les méthodes de mobilisation, moi c'est ce qui m'intéresse intellectuellement, etc. Parce que effectivement, ça se trouve, eux ils sont habitués à ce qu'il y ait ça, ils se disent bon, il y aura une interpellation, et puis quand ils se seront tous calmés et quand on va être passé à un autre poste, ce sera encore autre chose, et ce sera un de mes collègues qui va être embêté. Donc c'est essayer de réfléchir à ça et d'imaginer les choses dans leur entièreté. En fait, il faut aussi que les gens se disent que l'interpellation c'est un outil parmi tant d'autres, et que ça s'inscrit après d'autres mobilisations essentielles. Mais non, en fait, à un moment donné, faut... Je lisais Marivaux, pas longtemps, et il parlait des tyrans, et il dit faut leur rappeler la justice qu'ils nous doivent. Et en fait, c'est quelque chose qui a exploité encore et encore. Moi, je dis aux gens, mais en fait, il se passe des choses entre 2 échéances électorales. On ne s'exprime pas que lors d'une échéance, et après, on se dit, bon, allez, rendez-vous dans 5 ans.
En vrai, enfin, ce n'est pas possible. C'est pas une manière de concevoir la démocratie. Et entre-temps, qu'ils soient qu'on ait voté pour eux ou pas, ils nous doivent des choses. Et ça, pour moi, c'est à marteler encore et encore et encore. C'est fatigant et je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui ont d'autres choses à faire et tout, mais c'est aussi à nous qui prenons cette responsabilité de dire on va vous donner des outils pour interpeller et tout, de le faire bien et de le faire de la manière la plus pertinente possible et aussi de la plus sincère en fait. Quand on fait des choses, on se dit ah, ça va forcément marcher. Je sais qu'il y a... Enfin, ça va forcément marcher. Non, mais en tout cas, on fait tout pour que ça marche et pour que ce soit la bonne idée. Et donc, je sais qu'il y a des gens qui ont des fois aussi des a priori négatifs sur les organes de mobilisation, des choses comme ça, que ce soit Change ou d'autres. D'ailleurs, la différence entre nous et Change, c'est plutôt les sujets qu'on va traiter. Nous, il n'y aura pas de campagne sur la droite, l'extrême droite, alors, etc. Peut-être faut dire Change. Oui, Change.org, qui est une plateforme de mobilisation, de pétition la plus connue, je pense. Et la différence avec le mouvement, c'est que nous, on est sur des sujets très précis qui sont féministes, antiracistes, écolos et sociaux. Et on ne trouvera pas de pétition en dehors de ces thématiques-là. Et aussi sur le fait que ça peut être un business parce que vous voulez avoir des adresses mail, avoir des membres, machin, etc. Là, la situation est telle que moi, je me rends compte que des fois, on a fait des actions où on met de notre temps, mais on n'a aucun... Vous n'avez rien récupéré. Ouais. Franchement... C'est juste ouais, cadeau. Faites ça. Peut-être ça peut marcher. Ouais. Juste là, la situation est tellement urgente que c'est important que vous fassiez ça. Il y a d'autres trucs, on a cette gamberge, effectivement, d'agrandissement de la communauté, parce qu'on croit en ce que l'on fait. On estime que c'est nécessaire de rassembler des gens autour de ces idéaux, ou en tout cas de ces thématiques-là. Donc c'est important. Mais voilà, enfin, je pense que, ouais, il faut... J'allais dire non, pas déboussiérer les modes de mobilisation, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'anime en fait. C'est de réfléchir toujours à des nouvelles idées, de se dire tiens, on peut faire ça, et vas-y, on essaye, et ça marche quoi. Voilà, c'est ça. Mais un truc intéressant, je vois L214 par exemple, depuis longtemps, ils font des campagnes de mails ciblées extrêmement efficaces, et depuis pas longtemps, ils ont ajouté une petite modification. Avant, on cliquait sur leur mail pour que ça nous ouvre un mail qu'on envoyait à notre sénateur, à notre député, etc., ou à un groupe agroalimentaire. Et là, ils ont changé, on clique, et c'est l'intelligence artificielle qui nous génère un mail. Et là où c'est fort, c'est qu'avant, comme c'était toujours le même titre, ils pouvaient faire un truc de blocage, tous les mails où il y a écrit ça, on bloque. Et maintenant, comme c'est tout le temps un nouveau mail généré, ça réussit à passer à travers les mailles du filet. Et c'est un truc de toujours aller plus loin quand ils trouvent comment nous bloquer, aller les confronter ailleurs. Pour finir sur le mouvement, vous êtes combien à travailler à l'intérieur au quotidien? On n'est pas beaucoup en ce moment, on est juste deux équivalents de temps plein, comme on dit, de CDI, et après on travaille avec des personnes en freelance qui sont plus sur les aspects techniques, etc., de mobilisation et du graphisme quand il y a besoin, et voilà. Ok. On va passer sur un autre sujet qui m'intéressait et dans lequel tu es mobilisée aussi. L'appel des maires pour la Palestine qui a été lancé il y a même pas un mois. Hein. Oui, c'était fin mai, début juin. Ok. Et qui a organisé son premier rassemblement il y a 2 semaines maintenant, qui était un rassemblement très familial. Enfin, moi, j'ai rarement vu autant d'enfants et de labrador, qui est le chien familial par excellence, dans un rassemblement. Est-ce que tu peux nous parler de cet appel et qu'est-ce qu'il apporte par rapport aux appels classiques pour la Palestine, par exemple? Oui, c'était donc l'appel des maires pour la Palestine. C'était donc voilà des maires qui ont décidé de se mobiliser. On est déjà plus de 15 000 enfants qui sont morts à Gaza et c'est vraiment une guerre contre l'enfance aussi. Et les enfants sont parmi les principales victimes. Et donc c'était important pour nous de nous mobiliser. Et en fait, on s'est dit aussi que c'était une manière de rassembler le plus grand nombre là-dessus et de rassembler aussi, même si c'était pas que des mères qui étaient là, derrière la figure de la mère et derrière la puissance en fait qu'il peut y avoir derrière cet imaginaire-là de la mère. Donc là-dessus, c'était important. Après, sur tout ce qui est la puissance des mères et tout, je vous renvoie à Fatima Wassak, etc. La puissance des mères, j'ai pensé Fatima Wassak. Ouais, voilà, évidemment, et qui fait partie du collectif, bien sûr. Donc, je vous renvoie à ce qu'elle écrit brillamment sur le sujet. Peut-être qu'un jour, on l'aura sur le canapé aussi pour parler de tout ça, parce que c'est une militante très intéressante, notamment pour parler d'écologie, avec un pas de côté aussi sur l'écologie dont on entend parler habituellement. Ouais, exactement. Donc voilà, ce rassemblement a eu lieu le 15 juin dernier. Et voilà, et c'était important, et c'était aussi... donc moi je suis mère depuis très récemment depuis 8 ou 9 mois et c'était aussi important pour moi d'investir presque cette figure là parce que c'est pas quelque chose qui est le plus facile. On peut avoir peur, moi j'ai été juriste, journaliste, voilà, on peut dire militante ou activiste et évidemment comme
plein de gens, peu importe leur métier, j'ai eu peur d'être enfermée aussi dans cette figure de la mère et dans cette image de la mère, et de réussir à en extraire quelque chose qui soit et politique et militant et un message, c'est quelque chose qui était hyper important, et de le faire lié à la question palestinienne d'autant plus parce que en écho à toutes les femmes là-bas qui en fait on arrive à palper ce qu'on a de commun. Vraiment de manière au-delà de... Des fois c'est difficile de dire ah bah tiens c'est juste des femmes comme moi ou des humains comme moi, mais en fait ce lien avec son enfant, de se dire qu'il y a des femmes qui sont confrontées à la perte de leur enfant, et quand on a son bébé sous les yeux et tout, ça rend les choses beaucoup plus intenses, beaucoup plus compliquées à vivre aussi en fait. Moi je me rappelle que au début donc en octobre ou novembre 2023, et il y avait une vidéo d'un enfant qui avait perdu quelqu'un, je crois qu'il pleurait, etc. Et je la montre à ma mère, genre, là, ça fait tellement mal au cœur. Et bon, ça me faisait mal au cœur. À l'époque, j'étais pas maman, et ma mère s'est mise à pleurer, en fait. Et je me disais, oh là là, elle est elle est émotive de ouf, ouais, elle est sensible, genre, avec tous les trucs horribles qu'on voit. Et en fait, c'est vrai que ça m'avait interpellée. Et après, une fois que je suis devenue mère, j'étais là, ok, d'accord. Je comprends mieux, en fait, ce truc de voir son enfant dans les yeux dans les yeux des autres enfants, en fait, quels qu'ils soient, et peu importe ce qu'ils traversent. Et ça, en fait, c'est quelque chose, moi, qui m'a personnellement complètement transpercée, quoi. Je me disais, oh là là, enfin, au début, je me suis dit, allez, encore une casquette avec laquelle se mobiliser. Mais c'est primordial, en fait. Et voilà. Et de mettre ce focus là-dessus, sur aussi les mères et les enfants palestiniens, c'était hyper important. Et d'ailleurs, tu l'as expliqué dans un post, et c'est marrant, Judith qui prépare l'épisode avec moi, elle a relevé ce post Instagram qui est aussi celui que j'avais vu, et tu disais toi-même qu'il avait beaucoup tourné, où tu expliques en fait que depuis que tu es devenue mère, tu as un peu ce nouveau rapport-là qui s'est imposé à toi, et c'est marrant parce que je l'avais déjà entendu de la part d'une amie franco-libanaise qui disait depuis que j'ai mon bébé, quand je vois les images de mères qui souffrent ou de bébés qui souffrent, ça me paraît beaucoup plus intense et beaucoup plus fort. Et c'est quoi la suite de l'appel des mères pour la Palestine? Parce qu'après le rassemblement, vous êtes tous partis avec les poussettes à l'Élysée. Oui. Effectivement. Ouais. J'ai emmené ma fille devant l'Élysée pour remettre les signatures, etc. Combien de signatures aujourd'hui? Là, on est à 4000, je crois. Ok. Et l'idée, c'est de réfléchir. On est en train de réfléchir à d'autres actions, etc. Ou à minima, on appelle les personnes à rejoindre les manifestations qui existent déjà, que ce soit sur les questions de l'armement, ou sur d'autres sujets. Et je pense d'autant plus aujourd'hui où, avec ce qui se passe en Iran, on a moins les yeux sur Gaza, alors que je crois que là, la dernière journée, c'est 200 personnes qui sont encore mortes dans des bombardements. Ok, très bien. On suivra. D'ailleurs, on peut retrouver l'appel des mères pour la Palestine. Ouais, Mères pour la Palestine sur Instagram. Mères pour la Palestine sur Instagram. Avant qu'on passe aux questions de la boule, qui est ma partie préférée du podcast, même si tout est très intéressant, je voulais parler d'islamophobie avec toi, parce que d'une part, le Bondi Blog fait partie des médias qui sont ceux qui traitent le plus et le plus sérieusement, j'ai l'impression, et depuis longtemps, de cette question de discrimination contre les personnes musulmanes en France, et d'autre part parce que le mouvement s'attaque aussi à l'antiracisme, etc. Alors, il n'y a pas de solution miracle, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si on veut lutter contre l'islamophobie, ou comment on peut lutter contre ces discours qui sont c'est presque devenu mainstream en fait, l'islamophobie aujourd'hui en France? Oui, ce qui est extrêmement... en gros, je parle d'une posture de... oui, voilà, je dis direction du Bondi Blog, le mouvement, etc. Mais c'est un sujet qui me touche aussi d'autant plus de par le fait que je suis musulmane et que je suis pratiquante. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est que on criminalise, on pointe du doigt des choses qui relèvent d'une pratique religieuse qui est absolument basique et qui relie beaucoup de gens entre eux. Je me rappelle qu'on avait, à une époque, il y avait un truc sur les signaux faibles, comment reconnaître les signaux faibles de l'islamisme, et dans ces signaux faibles-là, il y avait des choses qui relevaient de la pratique. C'était juste être musulman. Voilà, de la pratique religieuse. Je me rappelle qu'on avait créé au Bondi Blog tout un article, et on avait dit, et j'avais partagé en disant, c'était comme une tribune, et je veux qu'elle soit signée que par des anonymes, en fait, pour qu'on se rende compte de la foule de personnes. Et plus il y a de gens, plus ça aura de l'impact, mais juste de dire voilà mon prénom, mon travail, et en fait voilà, je me reconnais là-dedans, quoi. Si je porte une barbe, si je prie, si je bois pas d'alcool, ou si d'autres, mais chacun a son niveau de pratique et se reconnaîtrait dedans, mais c'est ça qui m'inquiète énormément sur cette évolution du discours. Comment on peut faire pour lutter? Enfin, nous au mouvement l'année dernière, on s'est battu pour la fermeture de C8, CNews, etc., qui étaient des relais pas mal de propos islamophobes.
y a que C8 qui a été fermé, mais enfin qui n'a pas vu son agrément renouvelé pour être très précise, mais c'est déjà ça. Mais je pense que c'est faire attention à ça en fait, au discours autour de soi, où que l'on soit, etc. Pour ne pas, enfin, c'est terrible de dire qu'on en est arrivé là, mais ouais, cette question de l'amalgame ou des choses comme ça, et pour autant ça force aussi beaucoup de musulmans à se dissimuler derrière plein de choses, quoi. Moi, j'ai plein de gens autour de moi qui préfèrent dire qu'ils sont végétariens plutôt que de dire qu'ils mangent de la viande halal. Ça, c'est l'exemple le plus basique. Mais il y a pas très longtemps, j'ai mangé avec mon seul copain macroniste, je jure, j'en ai qu'un. Il y a pas très longtemps, j'ai mangé avec mon copain macroniste. Et en fait, quand on regardait les restos, il me disait non mais t'inquiète, sans problème je te trouve un endroit où on peut manger végétarien. Je fais comment t'es autant calé sur les trucs où on peut manger végétarien? Et il fait oui bah parce que comme je mange que de la viande halal, je sais les endroits où il y a des trucs végétariens, tu vois. Et je me suis dit ah ouais c'est ouf de, enfin tu vois qu'on partage une contrainte sur choisir les restos parce que c'est intégré dans son quotidien depuis longtemps, quoi. Oui, voilà, c'est ça, toutes ces stratégies-là et tout, dont les gens ne sont pas suffisamment au courant, parce que voilà, les gens ne sont pas forcément à les en parler, ils ont le droit, hein, sur leur pratique religieuse, ou même pendant le ramadan, des gens qui veulent pas dire à leurs collègues qu'ils font le ramadan, parce qu'ils ont juste peur de la réaction que les gens peuvent avoir, et parce que dans le cerveau de certaines personnes, c'est déjà catégorisé comme étant un islamiste ou que sais-je. Donc essayer ouais, je pense à chacun son échelle de travailler là-dessus. Et après, je sais que c'est pas facile, parce qu'au-delà de la question de l'islamophobie, il y a la question de la religion en France et de notre histoire et blablabla, donc qui rend les choses encore plus compliquées. Oui, il y a peut-être un truc aussi qui est, enfin parce qu'il y a de l'islamophobie à gauche, qui a très probablement pas du tout les mêmes racines que l'islamophobie à droite ou à l'extrême droite, mais à gauche il y a ce truc, moi j'ai grandi dedans, pas dans l'islamophobie mais dans l'anti-religion. Ma mère a été dans un lycée collège avec des bonnes sœurs, elle en est ressortie avec vraiment une détestation de tout ce qui était religion. Quand les cloches de l'église sonnent, ça l'énerve, mais sauf qu'après ça s'est appliqué à toutes les religions. Et alors on en a beaucoup parlé, c'est plus le cas maintenant, mais il y avait vraiment un truc de ah non mais l'islam nanana et tout. Je dis ouais mais dans un contexte où en fait une religion qui était proche de l'État et une religion qui se fait discriminer par l'État, tu peux pas en parler pareil, c'est pas les mêmes trucs de pouvoir, quoi. Oui, ouais, c'est pas les mêmes, enfin c'est pas effectivement les mêmes ressorts, ou juste dire c'est le fait religieux de manière générale, mais oui, ouais, c'est enfin voilà, moi en tout cas à titre personnel ou même à titre politique, c'est quelque chose évidemment qui m'inquiète énormément, et je sais pas jusqu'où ça va aller vu notre ministre de l'Intérieur. Oui, c'était un peu le truc le plus inquiétant, c'est qu'avant il y avait un peu des discours d'extrême droite qui était un peu repris par la droite, et puis une espèce d'apathie générale ou un manque de réaction d'une part de la classe politique. Aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui est un peu l'avant-garde débridée de ce discours, quoi. Quand on l'entend dire « ah bah le voile » et qu'on a une femme, là, ces derniers jours, qui a été agressée par 20 personnes à Reims, à qui on a dit d'enlever son voile, ouais, enfin, effectivement, on n'a pas l'impression, et un ministre de l'Intérieur qui est censé être par ailleurs aussi ministre des cultes, on n'a vraiment pas l'impression que la République se soucie de la sécurité des musulmans et des musulmanes en la personne de Bruno Retailleau. Et par ailleurs, je me dis, quand on dit « ah bah le voile » et qu'après il y a un meurtre, si des frères musulmans infiltrés avaient voulu inventer un meurtre islamophobe, ils auraient pas fait plus que un musulman qui est tué dans une mosquée en train de prier. Et rien que ça déclenche pas... Bon, moi je pense que ça doit démissionner, un ministre de l'Intérieur qui faillit à ce point, et même pas une excuse, même pas un truc. Oui, mais ça dit à quel point on a aussi déshumanisé les musulmans et les musulmanes de ce pays, en fait. C'est qu'ils ne sont plus... Ouais, mais ils ne sont pas des croyants comme les autres, ils ne sont presque plus des êtres humains comme les autres, et pourquoi je dis ça? Parce que voilà, à cet égard, ils ne méritent même pas apparemment de l'empathie ou de l'inquiétude de la part de certaines personnes, hein, j'entends, mais c'est ça, c'est jusqu'où on va aller, c'est-à-dire que toute cette stratégie du ministre de l'Intérieur est parfois similaire à celle que Nicolas Sarkozy avait quand il parlait de Karcher, etc., sauf que l'époque a énormément changé, tout est pire. Tout est pire, tout est encore plus inquiétant, donc forcément le curseur se décale, je vais dire. Si il fallait, en 1 minute avant de passer à la boule, indiquer une organisation qu'on peut soutenir, si on se dit ok, moi j'ai envie de soutenir les musulmans et musulmanes de France, ou si j'ai envie de lutter contre l'islamophobie, est-ce qu'il y a des orgas qu'on peut soutenir, donner de la visibilité, de l'argent, des trucs comme ça? Waouh!
Je sais pas, parce qu'il y a le CCIE, mais l'ancien CCIF, mais qui est désormais CCIE, mais qui s'adresse plus aux victimes d'islamophobie, etc. Mais peut-être que, je pense qu'ils ont besoin de soutien financier, etc. Je crois qu'il y a aussi la plateforme. Je sais pas si la plateforme, les musulmans font un travail aussi je crois qu'il y a un gros travail d'information et tout, mais ça fait longtemps que j'ai rien vu passer. Mais parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu un vide quand même d'espèces de. Il y a des orgas antiracistes globales. Mais est-ce qu'il y a des orgas qu'on peut... Ouais, c'est un sujet qui m'interpellait récemment. Je me dis, est-ce que ces organisations-là, comme le CCIF existait et qu'il a été dissous, en fait, à quel moment une organisation a le droit de dire on est en défense des intérêts des musulmans et des musulmanes de ce pays? Peut-être que c'est difficile de... Bah oui, parce que dès lors que vous prenez position sur un sujet avec lequel le ministre de l'Intérieur n'est pas d'accord, on sait très bien qu'avec, je crois que c'était la loi sécurité globale ou une autre, où à la faveur de cette loi, on a pu fermer plein de lieux de culte sous prétexte qu'il y avait des problèmes de montée de l'islamisme ou que sais-je, mais en fait on savait pas trop sur quoi ça se basait, mais à partir du moment où on mène une campagne pour dire non, vous n'avez pas le droit de fermer cette mosquée, bon, c'est très facile pour le ministère de l'Intérieur de dire cette association c'est fini, ou alors il y a des choses qui sont plus sournoises, mais j'ai entendu énormément de récits autour de moi de par exemple mosquées qui ferment parce que les services de l'État viennent et disent vous avez oublié une alarme incendie là et il n'y a pas assez de sorties, allez hop, on ferme. Et là, c'est difficile de se mobiliser contre ça. Parce Comment se mobiliser? Bah oui, suspect d'office, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc ça rend la chose beaucoup plus complexe. Et puis aussi, je pense que il faut avoir les reins sacrément solides dans ce pays pour se dire directeur d'une organisation ou directrice ou porte-parole d'une organisation. Enfin, je pense que dès lors qu'une organisation existerait, qu'il y aurait quelqu'un qui la représente, on irait fouiller dans le passé de cette personne comme jamais. Il y a un tweet d'il y a 15 ans qui fait une blague et... Ouais, voilà, c'est ça. Ce serait, en tout cas, si ça existait, je pense pas que je serais candidate. Ok. Très bien. Bon, on note qu'on t'appelle pas pour créer ce collectif. Non, je rigole. On passe aux questions de la boule. Donc, je crois qu'on n'a pas filtré, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions horribles. Il n'y a pas la boule noire au fond, etc. Pas de problème. Mais du coup, vas-y, et tu peux répondre à autant de questions que le ton... Ouais, un truc qui avait aucun rapport. Ok. Alors, un souvenir de militantisme... Si tu la lis pas dans le micro. Oui, pardon. Un souvenir de militantisme dont tu es fier ou qui t'a particulièrement marqué. Oh là là, en fait, je vais en dire un parce qu'il est drôle, mais c'est pas forcément un souvenir de militantisme que j'ai pas dit au début, parce que moi, j'ai jamais été encartée dans un parti politique. Je n'ai jamais voulu l'être parce que je suis trop bonne élève. Et en fait, je sais que pour être dans un parti politique, il faut arriver à remettre en cause ce qui se passe en interne, parce que ça se passe jamais très bien. Et moi, en fait, j'ai un peu de mal à faire ça quand je suis dans un parti. Si on m'avait dit tu fais ça, je dirais ok, je fais ça. Et donc, c'est pour ça que je n'y suis jamais allée. Au-delà du fait que c'est mieux si je reste en voilà, au-delà du fait que jamais voulu qu'on mette une étiquette sur le front d'une quelque manière que ce soit, en plus de celle que j'avais déjà, mais quand j'avais 5 ans, j'ai pleuré parce que c'est Chirac qui a été élu. Wow. Croyez-le ou non, c'est mon premier souvenir d'enfance et ça m'a fait marrer. parce que... Mais attends, t'as pleuré parce qu'il était élu, tu voulais que qui soit élu? Je voulais que Jospin soit élu. Ah oui. Okay. Et en fait, je me suis mis... Bon, après, c'était pas pour des raisons politiques, même si, ça préfigurait un peu de la suite, mais... c'est le Parti Socialiste, voilà. Mais ouais, j'ai dit à mon père, non, mais je voulais que ce soit l'autre avec ses lunettes et tout, pourquoi c'est pas lui? Et vraiment, je me revois, pleurer. J'ai dit ça à mon père qui avait même pas le droit de vote à l'époque, vu qu'il a pas été naturalisé. Mais ça me faisait marrer, c'est pas que ça me rend fière, mais ça m'a fait marrer. Mais, sensibilité politique très précoce quand même. Hein. Ouais, j'avoue, ça fait un peu... Comment elle s'appelle, l'actrice là qui disait qu'elle était... Oh là là, bref, j'ai oublié. Une actrice super connue qui disait qu'elle avait fait des trucs de fou à 5 ans, elle a tué Hitler dans ses rêves à 5 ans. Les gens qui écoutent devineront. Ouais, ils le mettront en commentaire. Ouais, s'il vous plaît, parce que son nom m'échappe. Mais bref, est-ce que c'est un souvenir de militantisme? Je sais pas, mais ça m'a fait marrer parce que C'est le premier souvenir... Ouais, mais mon père votait même pas, etc. Enfin, d'ailleurs, mes parents étaient naturalisés en 2007. Le décret est signé Brice Hortefeux et Nicolas Sarkozy, donc voilà. Collector, bref. Et le deuxième, c'est peut-être au Bondi Blog, on avait fait un travail d'enquête sur les paris sportifs et l'impact que ça avait auprès des jeunes des quartiers populaires. Et le travail avait été énormément repris, à tel point qu'on a réussi à avoir un changement de la réglementation et à faire sauter un spot de pub de Winamax parce qu'ils respectaient pas la réglementation. Et donc, ça partait du travail d'enquête que j'avais fait sur le sujet. Et ça, j'en suis quand même particulièrement fière. Et il y a d'autres médias qui ont arrêté de faire la promotion des paris sportifs parce que ça avait un impact évidemment trop néfaste
sur les jeunes de quartier, il y avait des données de Santé publique France qui disaient que les jeunes de 18-35, je crois, étaient ceux qui se mettaient dans des situations de comportements addictifs les plus préoccupantes à cause des paris sportifs. Donc tout le travail qui a été fait là-dessus et les changements qui ont découlé de ce travail-là, m'ont rendu particulièrement fière. J'irai regarder l'article parce que je trouve ça intéressant du coup. Si tu veux piocher une autre question. Des conseils. Micro. Oui. Oh là là. Des conseils, tips ou étapes à suivre quand on souhaite s'engager et faire du militantisme intelligent. C'est parce que je dis à tout le monde, Latifa, pour moi, c'est l'exemple du militantisme intelligent. Du coup, ça fait des... Mais je pense qu'on n'est jamais... la première chose, c'est de trouver ce dans quoi on est bon, en fait, et où on a vraiment envie. Le militantisme a un monde tellement dur et la politique a un monde tellement dur que si on ne prend pas un peu de plaisir à faire ce qu'on fait, et voilà, et quand on est animé vraiment par une cause, si on travaille que là-dessus, c'est pas grave, parce que c'est déjà ça, mais de faire un pas déjà dans cette direction. Et ce qui nous touche, en fait, c'est ouais, tout à l'heure on parlait des mères, des questions de comment on est touché, de l'empathie et du sentiment. C'est aussi important, je pense, pour faire du militantisme intelligent. Et pour moi, militantisme intelligent, c'est aussi dénué des questions d'ego, etc. C'est qu'on le fait pas pour être... faut beaucoup se questionner aussi là-dessus. Je pense que les étapes, la question, ça parlait d'étapes, mais il y a de ça aussi, c'est pourquoi je milite, pourquoi je le fais. Est-ce que moi je suis ok sur l'opinion que j'ai de moi-même, est-ce que je suis pas omnibulée par l'image que les gens vont avoir de moi ou pas, et à partir du moment où on a évacué ces questions-là, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui me révolte le plus, et comment je peux essayer d'avoir un impact là-dessus. Ça peut être effectivement juste en signant une pétition, en envoyant un mail, etc. Ça peut être plus que ça, mais aussi ça peut être en changeant parfois des modes de vie, dans le plan professionnel, dans les discussions qu'on peut avoir. En fait, ça peut être juste, ok, à partir de maintenant, dès que j'entends un truc autour de moi, au boulot ou de choses comme ça, et que je peux dire, non, mais ça, c'est pas possible de penser comme ça, je le dis. Voilà, c'est vraiment assez vaste, je trouve. Ok. Tant qu'on fait quelque chose. Tant qu'on fait quelque chose, c'est bien. Ouais. Ça me va comme réponse, parce qu'il y a tellement de gens qui font pas grand-chose. Et juste, on est d'accord, juste liker des trucs de gauche sur Instagram, ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Très bien. Suffit pas. Vas-y, je pense que tu peux en prendre une autre en 30 secondes. Non. Ah. Tout le temps du chrono pour les questions et après t'as les call to action. Ah, ok, donc encore t'as 2 minutes de questions. Parfait. Ok. Le micro. À quand le livre, enfin plutôt le roman, se contentera aussi de la biographie d'une icône déchue des réseaux sociaux. Oh là là, si les gens me suivent sur Instagram, j'ai une petite fascination pour Poupette. Voilà, qui est, pour ceux qui la connaissent, ceux qui la connaissent pas, c'est vraiment une jeune femme qui était extrêmement influente sur Snapchat et qui documentait absolument tout de sa vie de famille. Et donc c'est une mère de famille qui est très jeune, qui a moins de 25 ans. Et toi, tu regardais tout? Et non, je regardais pas tout, mais ça m'intéressait de savoir, mais qu'est-ce qui fascine chez les gens. Et elle était extrêmement influente, c'est-à-dire que c'est quelqu'un avec ses partenariats, etc., qui gagnait facilement plus de 100 000 € par mois. Donc voilà, on est dans une catégorie de hyper riche et avec regardé par des personnes qui étaient très loin de ces niveaux de salaire, comme la majorité de la population en fait. C'est vrai. Et donc bon, bref, elle a eu des déboires, etc. Elle est allée en prison et autres. Elle a sorti un livre récemment. Donc j'ai effectivement, c'est quelque chose qui m'intéresse en fait, soit sur le plan journalistique et sur le livre. Non, c'est parce que c'est la question, elle vient de quelqu'un que je connais, mais parce que voilà, c'est quelqu'un qui sait que j'ai toujours aimé écrire. Tout à l'heure, on parlait du post que j'ai écrit, qui a pas mal tourné sur la Palestine, où plein de gens m'ont dit ça m'a touché, etc. Et moi, c'est l'objectif de ma vie peut-être, mais ça l'a toujours été depuis que je suis enfant, d'écrire un livre, tout simplement. Et l'écriture a toujours été la manière avec laquelle j'ai eu le plus de facilité pour m'exprimer. J'ai beaucoup de mal à l'oral, mais pour écrire ça va pourtant beaucoup mieux. Oui, ouais, non mais quand on entre, enfin même pas sur des sujets perso, mais j'ai l'impression de mieux. Je maîtrise mieux l'écrit, c'est sûr. Et voilà. Mais un jour, je vais l'écrire. Très bien. On aura l'exclu ici, ou peut-être ça fait 30 ans que tout le monde sait qu'un jour tu vas écrire un livre. Ok, pour finir, si tu devais conseiller à des gens des actions pour se lancer dans le militantisme, là, demain, ou des trucs urgents à faire maintenant, c'est-à-dire là, il y a telle pétition, il faut la lancer, ou là, il y a telle manif, il faut y aller. Qu'est-ce que tu conseillerais là dans ta boîte à actions qu'il faut réaliser ? Évidemment, plus que jamais se mobiliser pour la Palestine, je pense, parce que la situation est beaucoup plus que préoccupante et que l'idée d'avoir un État palestinien s'éloigne encore plus chaque jour qui passe. Donc,
tout ce que vous pouvez grappiller sur cette question-là, acheter des produits qui ne viennent pas de colonies israéliennes, la principale d'entre elles, rejoindre des mobilisations quand il y a besoin, aider, identifier des initiatives palestiniennes et tout. Je sais que nous, au mouvement, on avait partagé un truc qu'on trouvait hyper intelligent. C'était une Palestinienne qui avait dû quitter Gaza et qui cherchait des jobs pour que les Palestiniens, soit les Gazaouis, les gens qui ont dû quitter Gaza, puissent travailler depuis chez eux, dans des grandes boîtes ou d'autres, en fait, des personnes qui prenaient des boulots à distance. Et donc, il y avait un parrainage qui était possible. Et ça, je trouvais ça bien parce que ça a fait que c'est la vie qui prédomine malgré tout, en fait, et c'est de manière de faire en sorte que les gens s'en sortent aussi financièrement. Donc voilà, là-dessus, sur la question palestinienne peut-être. Et soyez attentifs à ce qu'il y a autour de vous. Il y a plein de gens qui ont besoin de plein de choses autour de soi. Et moi, il y a un truc qui me rend dingue dans cette ville et dans cette région de manière générale, mais en France, c'est qu'on passe à côté de gens tous les jours sans savoir s'ils sont en vie ou non, les SDF et autres. Et on est entouré de gens qui ont besoin, en fait, de choses, de secours, d'assistance, etc. Et déjà ça, c'est un geste que l'on peut faire. Cette attention pour les autres et essayer de lutter contre cette froideur que le monde nous impose et de développer encore plus ses capacités d'empathie. On n'est jamais trop empathique. Ok, super mot de la fin. On peut arrêter. Merci de nous avoir suivis. Alors, on a d'autres vidéos que vous pouvez retrouver en cherchant Polykit. Vous avez l'ensemble de nos podcasts et de nos vidéos sur YouTube. Abonnez-vous à nos comptes Instagram. C'est sur toutes les plateformes d'écoute si vous voulez l'écouter juste en format audio. Et on lance une cagnotte si vous avez aimé les premiers épisodes et que vous voulez que ça continue pour la location du matériel et pas pour gagner de l'argent. Nous, on a besoin d'un petit peu de votre argent. Et commencer par 1 €, c'est déjà une bonne manière de s'engager pour un monde meilleur.